Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les interférences qui s'appelle 3 trous de Young, qui est tiré d'un oral de Minpan. Donc on considère un ensemble de 3 trous de Young notés S1, S2, S3, qui sont de très petites dimensions, percés sur une feuille. La distance entre deux trous successifs c'est noté petit a, ici. Alors c'est pas précisé ici la valeur numérique, dans la suite on prendra a égale 1,0 micromètre. La feuille est éclairée par une source ponctuelle monochromatique S, située au foyer objet d'une lentille convergente. Nous observons une figure d'interférence sur un écran placé dans le plan focal image d'une lentille L. Et donc on me demande dans un premier temps de dessiner les rayons issus de S qui se recoupent en M. Donc on va déjà refaire ce tracé qui est très important de bien maîtriser pour pouvoir calculer la différence de marche proprement dans la suite. Donc la première chose, c'est que ici, comme S est placé au foyer principal objet de la première lentille, les rayons vont ressortir forcément parallèles entre eux après la lentille. Donc les rayons qui vont atteindre les trois sources S1, S2 et S3 sont des rayons qui vont être issus de S de cette manière-là, de manière à ce qu'ils ressortent parallèles entre eux. Et ensuite, on veut atteindre le point M. On nous a expliqué que l'écran était placé dans le plan focal image de la lentille numéro 2. Donc M est finalement ce qu'on appelle un foyer secondaire image. Pour ceux qui ne se rappellent pas, j'ai fait des vidéos sur les constructions optiques avec des lentilles, et donc qui expliquent notamment ce qu'est un foyer secondaire image. Et les propriétés du foyer secondaire image, c'est une des propriétés, c'est que tous les rayons incidents parallèles entre eux convergent en un même point du plan focal image qui est justement ce foyer secondaire image. Donc je vais ici tracer en orange un rayon guide qui passe par le centre optique et qui n'est donc pas dévié. Et je sais que tous les rayons rouges incidents parallèles à ce rayon orange vont converger au même point M par propriété des lentilles convergentes dans le stigmatisme approché des conditions de Gauss. Donc voilà à quoi ressemble le tracé ici des rayons lumineux. Donc on me demande de calculer la différence de marche en M d'abscisse X entre deux rayons issus de deux trous successifs. Donc calculons S delta égale S1M par exemple, moins S2M. Donc la différence de marche entre le rayon issu de S1 et le rayon issu de S2. Ou alors on peut faire entre 2 et 1, c'est égal. Donc par stigmatisme de la lentille numéro 1, par stigmatisme de L1, eh bien on a directement que S1 égale SS2, et d'ailleurs est égal à SS3, puisqu'ici vous avez une lentille convergente qui va transformer les surfaces d'onde sphériques ici en onde plane, et donc ici vous avez bien une surface d'onde qui partage au niveau S1, S2, S3. Donc ici on a égalité du chemin optique, donc delta se retrouve à être égal ici à S2M moins S1M, tout simplement. Et donc il nous reste à calculer cela, et maintenant on va utiliser la propriété du retour inverse de la lumière. Donc par propriété du retour inverse de la lumière et par stigmatisme de la lentille, L, cette fois-ci la deuxième lentille, eh bien, je vais tracer cette fois-ci des surfaces d'onde qui sont donc perpendiculaires au rayon lumineux. Je travaille dans le sens du retour inverse de la lumière, et donc je vais aller chercher celle qui passe par S2 ici, et qui va délimiter un point que je vais appeler H. Et donc par principe du retour inverse de la lumière et du stigmatisme de la lentille, on a que MS2 égale MH, et donc retour inverse de la lumière, autant vous dire que S2M est égal à HM. Et donc ce petit delta, ici, delta, il est égal à S2M moins S1H moins HM, et donc il est égal à moins S1H. Voilà. Et donc maintenant je dois calculer S1H. S1H c'est cette contribution ici. Et donc pour la calculer, eh bien ici on a simplement une distance petit a, c'est l'écart entre deux trous successifs, c'est ce que nous dit l'énoncé. On va essayer de le faire à côté, c'est pas évident. Ici on a une distance petit a, et donc là je vais introduire un angle alpha que l'on va retrouver ici. Et donc de deux manières différentes je peux écrire alpha. On a que sin alpha égale delta sur a, et on a que tan alpha est égal à x sur f'2, ou ici tout simplement f' dans l'énoncé. Voilà.
Et donc, dans les conditions de Gauss, on sait que tangente alpha, c'est à peu près alpha, que sin alpha, c'est à peu près alpha. Et donc, de ça, on en déduit que delta, tout du moins, c'est pas directement delta, ici, c'est hm en distance. On en déduit que hm est égal à ax sur f'. Et donc, j'en déduis que le delta que j'ai calculé, qui est S2m moins S1m, qui est donc égal à moins, ici, S1h, eh bien, S1h, on vient de... c'est pas hm, c'est S1h, pardon. Eh bien, S1h, on vient de le calculer, ça fait donc moins AX sur F'. C'est normal d'avoir un signe moins ici, hein, dans la mesure où j'ai le rayon issu du trou 1 a parcouru une distance plus grande que le rayon issu du trou 2, tout simplement. Très bien, donc ça, on a trouvé delta entre deux rayons successifs. En déduisant le déphasage, bon, ben, ici on sait que phi de m, par formule du cours, hein, c'est 2pi sur lambda 0 fois delta, et donc ça fait moins 2pi sur lambda 0 fois ax sur f'. Et donc ce déphasage va être indépendant, que ce soit entre le trou 1 et le trou 2, ou entre le trou 2 et le trou 3. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va déterminer l'intensité lumineuse au point M, issue de la superposition des trois sources. Donc au point M, on a 3 vibrations. Au point M, on a 3 vibrations qui s'ajoutent. Et donc, en S, on peut noter la vibration commune à chacune des trois comme étant S de MT égale A0 cos oméga t. Je ne prends pas de phase à l'origine puisqu'elle va être la même pour les trois ondes étant donné qu'elles sont issues de la même source. Et donc je peux utiliser une écriture complexe qui est A0 puissance J oméga t. Et donc on sait qu'en S1, S2, S3, les ondes sont toujours en phase. Donc on a que S de S1t par exemple est égal à A0 E puissance J facteur de oméga t plus un petit phi, alors c'est pas le même petit phi qu'avant, phi 0, j'ai noté, qui est dû à la propagation entre le point S et les points sources S1, S2, S3, mais qui est commune ici à S1, S2, S3. Et ensuite, au point M, évidemment, on va avoir un déphasage qui se fait. Et donc là, on va avoir recours à une petite astuce. On va dire que posons S de MT, alors S2 pour la deuxième vibration, c'est-à-dire celle qui est passée par le trou central, égale à A0 E puissance J oméga t plus une nouvelle petite phase qui est plus phi 0, qui serait phi 1, ici. Et on va simplement maintenant se baser par rapport à ce petit phi 1, et on sait que, eh bien, au vu de ce qu'on a calculé avant, le déphasage entre la source 2 et la source 1, on sait que delta phi entre 2 et 1, c'est ce qu'on a calculé avant, c'est moins 2pi sur, moi je vais laisser delta phi pour l'instant, c'est moins phi, c'est phi de m, tout simplement. Donc, phi 1 moins phi 2, c'est égal à moins phi de m, et donc on en déduit que, c'est pas phi 1, c'est phi de m pour l'onde 1, moins phi 2 est égal à phi de m, donc on en déduit que la vibration issue de l'onde 1 peut se mettre sous la forme A0 puissance J oméga t plus phi 1 moins phi. Et de la même manière, la vibration pour l'onde 3 peut se mettre sous la forme A0 puissance J oméga t plus phi 1 plus phi. Pourquoi plus phi? Parce que cette fois-ci, phi 3, ici, il est en avance de phase par rapport à phi 2. Et phi 2, phi 1 est en retard de phase par rapport à phi 2. Donc, eh bien, on a que S de MT est égal à S1 plus S2 plus S3, et donc est égal à A0 E puissance J oméga t plus phi 1. Phi 1, c'est la phase arbitraire de l'onde issue du trou numéro 2. J'aurais pu l'appeler phi 2, ça aurait été peut-être plus rigoureux. Facteur de, eh bien, 1, ça c'est pour l'onde issue du trou 2, plus l'onde issue du trou 1, eh bien, on a dit qu'elle était déphasée de moins phi, donc ça fait plus exponentielle moins j phi. Voilà. Plus exponentielle j phi pour l'onde issue du trou 3. Voilà, donc l'exponentielle moins j phi vient de S1 ici.
Et le exponentiel j-phi vient du S3, ici. Et donc de ça, on peut en déduire que S de mt est égal à A0 e puissance j facteur de oméga t plus phi 1, facteur de 1 plus, eh bien on reconnaît un cosinus, 2 cos phi de m. Voilà. Et donc maintenant, l'intensité, on sait que c'est égal à 1/2, c'est égal à une constante fois la moyenne de S carré sur le temps de réponse du détecteur. Donc ici, c'est égal à K. En complexe, c'est aussi égal à K fois 1/2 fois S fois S étoile, hein, le conjugué. Ici, ce sont des S bar partout. Attention à mes notations complexes hein, qui n'ont pas été très rigoureuses ici. Pardon. Et donc, on en déduit que ça fait K sur 2, facteur de A0 carré. Les exponentiels complexes se simplifient. Il va nous rester 1 plus 2 cos phi de m au carré. Et donc, on est presque à l'expression de l'énoncé. On va chercher Imax. Imax, c'est égal à I de phi égale 0. Et donc, ça va être égal à K A0 carré sur 2 fois 9. Et ça doit être égal à I0. Donc, on en déduit que K A0 carré sur 2 est égal à I0 sur 9. Et de là, on obtient bien que I est égal à I0 sur 9, facteur de 1 plus 2 cos phi au carré. Ce qui est bien l'expression demandée par l'énoncé, avec phi, qu'on a calculé tout à l'heure, qui est moins 2pi sur lambda fois delta. Et donc, on a bien obtenu ce résultat. Donc ici, la petite astuce, hein, c'est peut-être pas très clair ce que j'ai fait, mais la petite astuce, c'est de prendre la référence des phases pour l'onde qui est passée par le milieu, ici, pour l'onde numéro 2, en réalité, et de dire que l'onde numéro issue du trou 3 a parcouru 1 delta en moins. Ça se voit très bien sur ce tracé ici. Elle a parcouru delta en moins, alors que l'onde issue du trou numéro 3 a parcouru delta en plus. Et ça simplifie le calcul plutôt que de prendre la référence des phases tout en bas et de dire que l'onde issue de 2 a parcouru 1 delta en plus et l'onde issue de 3 a parcouru 2 delta en plus. Ça marcherait aussi, mais c'est un petit peu plus laborieux à mener le calcul. Donc voilà pour l'intensité. Ici. Alors on me demande de représenter I de x. Donc pour la représenter, ici on va déjà se rappeler que phi c'est égal à moins 2pi sur lambda 0 fois ax sur f'. Et donc on en déduit que I de x est égal à I0 sur 9, facteur de 1 plus 2 cosinus. Alors par parité du cosinus, j'enlève le moins. 2pi sur lambda 0 ax sur f' ici au carré. Et ensuite, on connaît les propriétés, hein, qui est que I de phi est 2pi périodique. Donc I de phi est maximal dès que eh bien, on a phi qui est égal à p fois 2pi, où p est un entier relatif. Autrement dit, dès que moins 2pi sur lambda 0 ax sur f' est égal à p fois 2pi, on va indicer x par p. Autrement dit, dès que xp est égal à p fois f' sur lambda 0 petit a. Alors avec le moins, on pourrait simplement avoir des p négatifs, c'est pas très grave. Donc ça, ce sont les abscisses pour lesquelles on a un maximum d'intensité. Et on sait que I de phi est nul dès que phi est égal à 2pi sur n fois q, avec q différent de n fois p, et q un autre entier. Donc ici, on a que I de x égale 0 dès que eh bien, xq, enfin moins 2pi sur lambda 0 axq sur f' égale q fois 2pi sur n. Ce qui me donne que xq est égal, alors les 2pi se simplifient, à q fois f' sur a lambda 0 fois n, avec q appartenant à z et q différent de np, avec n égale 3 ici, hein, tout simplement. Et donc, si on fait l'application numérique de f' sur lambda 0 petit a, ici qu'on retrouve à deux endroits différents. Alors attendez, parce que j'ai une erreur, c'est lambda 0 qui est au numérateur, sinon c'est pas homogène.
pardon, je vérifie, lambda 0 doit remonter. Lambda 0 doit remonter, pardon, pour cette petite erreur, corrigez bien. Donc on peut calculer lambda 0 f' sur A. Donc ici, lambda 0 et f' me sont donnés dans l'énoncé. Donc lambda 0, ça vaut 589 nanomètres. A, ça vaut 1 et f' ça vaut 1, pardon, et A, ça vaut 1 micron. Donc ça me fait 0,589, donc 59 cm. Et donc on peut maintenant récupérer le tracé que moi j'ai obtenu ici grâce à Python. Hop. Et donc on a bien un maximum en 0, c'est bien P, ici ça c'est P égale 0. Un maximum à peu près ici en 60 cm, ce qu'on vient de calculer. Donc ça c'est tout à fait cohérent, ça c'est P égale moins 1. Un maximum ici en moins 60 cm, à peu de choses près, ça c'est P égale 1. Et ensuite on a nos valeurs d'annulation qui sont ici. Donc là en 59 sur 3, à peu près 20. Et là en 59, en 2 fois 59 sur 3, donc à peu près 40. Donc on retrouve bien nos valeurs d'annulation, tout est cohérent ici. Et on a bien une intensité, alors j'ai tracé I sur I0, donc évidemment c'est pour ça que ça vaut 1 au maximum ici. Donc voilà pour ce tracé de l'intensité des 3 trous. Comment évoluerait la figure en augmentant le nombre de trous? Là c'est le principe des réseaux, on aurait des pics de plus en plus fins. On aurait des pics de plus en plus fins et une intensité quasi nulle partout en dehors des valeurs xp égale p fois lambda 0 f' sur a. Donc par exemple je l'ai tracé pour n égale 20 ici. Donc vous voyez que pour n égale 20, on retrouve des pics qui vont être toujours en même position, en moins 60 et 60. Par contre, c'est quasiment nul partout ailleurs. Donc on va se retrouver avec une intensité digne de celle qu'on obtient pour les réseaux, par exemple. Donc dernière question, maintenant on me demande, dans cette toute dernière question, d'utiliser un programme Python et de représenter l'allure de I de M pour 3, 5, 10 et 20, et d'estimer la demi-largeur. Donc la demi-largeur, c'est une notion un petit peu technique, mais assez importante à utiliser. Donc on a un résultat de cours qu'il faut connaître par cœur, qui est que la demi-largeur delta phi vérifie delta phi environ égal à 2pi sur n. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas la notion de demi-largeur, imaginez que je prenne mon pic central ici, voilà, et que je zoome dessus. Eh bien, mon pic central, I autour de x, il est centré sur x égale 0. Et donc il va ressembler à un pic comme cela, autour de x égale 0. Eh bien, vous prenez la valeur, si ça c'est Imax, vous prenez la valeur Imax sur 2, et vous prenez les deux antécédents de Imax sur 2, et l'écart entre les deux, c'est ce qu'on appelle, ici je vais le tracer en phi. En phi, ce serait petit delta phi. Ici, et donc nous on veut l'équivalent de petit delta phi en petit delta x. Et on sait que delta phi, ça c'est une formule de cours, est à peu près égale à 2pi sur n. Il faut la connaître. Et donc on a obtenu que phi était égal à moins 2pi sur lambda 0 fois delta, c'est-à-dire ax sur f'. Donc ici, delta phi, on va le prendre en valeur absolue, delta phi, eh bien, il faut tout simplement différencier. On différencie cette expression, différencier ici à petit a f' et à lambda 0 constant. Et on se retrouve avec dφ égale à moins 2pi sur lambda 0 fois a sur petit f' dx. C'est ce qu'on appelle faire une différenciation. Et donc ensuite, petit delta phi, eh bien, vous prenez en valeur absolue, ça va donner 2pi sur lambda 0, a sur f' fois petit delta x. Ici, donc la largeur ici ça c'est la largeur, la demi-largeur en abscisse, et ça c'est la demi-largeur en phase. Et on sait que la demi-largeur en phase, elle est à peu près égale à 2pi sur n, ce qui nous permet d'obtenir un résultat sur la demi-largeur en abscisse, delta x, qui vaut lambda 0 f' sur a n, tout simplement. Et donc,
c'est exactement les positions qu'on a calculées tout à l'heure d'annulation de l'intensité. Et donc on peut tracer, maintenant ici j'ai représenté un zoom sur le pic central de l'intensité pour différentes valeurs de petit n. Et donc on s'aperçoit bien que quand n augmente, eh bien vous avez ici, vous voyez bien que là, pour n égale 20, on est entre moins 2 et 2, alors que pour n égale 3, on est entre moins 10 et 10. Donc on a bien un pic qui devient de plus en plus fin, comme on l'a observé avant, et on pourrait vérifier ce que vaut delta x dans une des situations. Ici, delta x, oups, j'ai pris le stabilo. Ici, delta x, il est à peu près égal, si vous regardez bien. Voilà, vous prenez les deux valeurs ici, ça fait à peu près moins 1,5 et 1,5, donc delta x est à peu près égal à 3 cm, et delta x devrait être à peu près égal ici à 59, ce qu'on avait calculé tout à l'heure, ou 60, on va dire, pour ne pas s'embêter, sur 20, ce qui fait bien 3 cm. Le 60 sur 20, 60 c'est le lambda f' sur A qu'on a calculé tout à l'heure. Donc c'est bien tout à fait cohérent. Donc voilà pour cet exercice, un exercice assez difficile dans la mesure où il faut savoir gérer les interférences à 3 trous en sommant des vibrations scalaires. Ici j'ai eu recours à la petite astuce de prendre comme référence des phases la phase de l'onde passant par le trou central, ce qui n'est pas forcément évident, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans le calcul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.